Allez, on parle à présent des niches fiscales. Elles sont dans le collimateur. On a le sentiment de Bercy et du ministre Darmanin qui a évoqué cette idée, effectivement, dans le Parisien, de réduire le plafond des niches fiscales. Est-ce que vos réductions d'impôts sont en danger? On voit ça avec Philippe Manière. Bonjour Philippe. Bonjour. Président de Footprint Consultant. Voilà, donc cette idée, ça a été lancé dans le débat. C'est quoi? C'est un leurre parce qu'on a compris, il a répété, le rétablissement de l'ISF, c'est niet, c'est zéro. Pour faire oublier ça, voilà, on parle des niches fiscales. Dont beaucoup de particuliers se servent pour avoir un employé à domicile et tout. C'est une fausse bonne idée, ça? Il faut trouver des sous, c'est politique, c'est quoi? C'est politique, et donc, comme toujours, quand c'est politique, il y a des choses intéressantes dans l'idée, et puis il y a beaucoup de bêtises. Combien de fois j'ai entendu pendant des années, quand j'étais sur BFM, dire les niches fiscales, il faut faire le tri, ça coûte 100 milliards. Évidemment. Enfin, 100 milliards, bon, ça dépend ce qu'on prend dedans, parce qu'il y a les niches pour les entreprises, les niches pour les ménages. Si on fait le total, ça fait beaucoup d'argent. Certaines des niches sont des niches de compensation, j'allais dire. Typiquement, le CICE, comme vous savez, il est là pour compenser des charges qu'on trouvait excessives. Donc, c'est compliqué d'enlever les niches sans enlever ce que la niche était censée compenser. Mais revenons peut-être sur les niches qui nous occupent aujourd'hui, c'est les niches sur les ménages. Un impôt idéal, c'est un impôt qui a un taux relativement faible et qui a une assiette large. C'est une vérité éternelle qui est très ancienne et qui reste absolument impeccablement vraie. Bon. On est assez hermétique en France à ça. Non, mais à partir de là, si on partait sur une feuille blanche, on dirait, bah oui, on va certainement pas faire toutes les 857 niches qu'on a aujourd'hui, qui sont complètement délirantes, qui finissent parfois par se contredire, qui ont des tas d'inconvénients. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que souvent les crédits d'impôt, ça sert surtout aux intermédiaires. Je prends un exemple au hasard, tout ce qui est équipement énergétique, etc. On sait, c'est documenté, que tout ce qui consiste à inciter les ménages à acheter telle ou telle chose, généralement, ça permet d'augmenter les prix et vous vous retrouvez au bout du compte avec des prix qui sont à peu près les mêmes in fine. Il y en a une aide fiscale, mais on a payé plus cher. L'aide fiscale est généralement captée indirectement par le distributeur du produit dont vous voulez encourager la distribution. Donc, ce n'est pas vraiment un truc très intelligent que les niches fiscales. Alors, cela dit, ça, ce que je viens de vous dire, vaut si on partait d'une feuille blanche. Mais on ne part pas d'une feuille blanche. Et on part donc d'un dispositif où il y a beaucoup de niches pour plusieurs raisons mauvaises et pour certaines raisons bonnes qu'il serait quand même relativement, à mon avis, intelligent de garder en tête avant de décider qu'on va passer ça au Karcher. Une des raisons d'avoir des niches fiscales, c'est que l'imposition, en particulier sur les 10-15% de ménages qui gagnent le mieux leur vie, le taux d'imposition en France est très élevé. Et donc, il ne faut pas oublier, historiquement, la raison pour laquelle les niches, par exemple, typiquement ce qu'on appelle l'argent nounou, c'est-à-dire la déduction pour employés à domicile, ça a été introduit il y a maintenant une vingtaine d'années, à un moment où tout le monde savait qu'il fallait baisser l'impôt sur le revenu au marginal pour ceux qui payaient le plus, parce que sinon ils fichaient le camp, sinon c'était destructeur de tout un tas de choses auxquelles on tient. Et donc, comme on n'osait pas baisser le taux nominal, on a fait les niches. Voilà. Alors, les niches, à l'époque, vous vous souvenez, c'était à peu près, c'était à peu près 25 000 €, plus 10% du revenu à l'époque, puis ça a été diminué à 12 500, 8%, puis 4%, etc. Maintenant, c'est 10 000, tout compris. Sauf pour certains dispositifs, sauf Girardin, voilà, le cinéma, il y en a etc. Une ou deux qui échappent, qui sont d'ailleurs, à mon avis, pas les plus respectables. C'est quand même extrêmement singulier de faire échapper au plafond de la niche. Non, mais écoutez, franchement, le cinéma, la création il y a un française, moment quand vous regardez, oui, la culture française. D'accord, oui, parfait, la culture française. Mais enfin, la culture française, je ne suis pas certain que ce soit la multiplication à l'infini de films qui bénéficient, qui n'ont qu'un public limité et qui bénéficient d'une aide considérable. D'ailleurs, les producteurs étant souvent ceux qui investissent dans les fameuses Sofica. Donc je pense que ce dispositif devrait passer à la même toise que les autres. Moi, je ne suis pas à l'aise avec l'idée qu'il y a un plafond pour tout, sauf pour ceux qui, en quelque sorte, ont le meilleur lobby, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais admettons qu'on réfléchisse à l'ensemble de ces niches. Si on les supprime, il faut quand même voir de quoi on parle. Ça va aboutir à une augmentation de l'impôt. Exactement. Donc, il l'a dit, il l'a rappelé très bien. Il dit, franchement, c'est quand même singulier. Les gilets jaunes, ça part sur la contestation d'une hausse d'impôts. Et comme réponse, on dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les impôts. Les bras vous en tombent. Oui, alors évidemment, ce n'est pas les mêmes impôts et pas sur les mêmes. Darmanin, il dit quoi? Il dit que sur ces 14 milliards d'euros de niches sur les particuliers, il y en a 50% qui vont dans les 10% des Français les plus riches. Donc là, on se dit, là c'est les gars qui fiscale. découpent à la lune. Enfin, attendez. Comment voulez-vous avoir un crédit d'impôt quand vous ne payez pas d'impôt? Donc quand on me dit, par exemple, j'ai lu attentivement les déclarations, on dit on voudrait qu'elles soient plus centrées sur les classes populaires. Il s'agit de crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu. Mais enfin, il y a 52% des Français qui ne payent pas d'impôt. Donc si les classes populaires sont quelque part, c'est probablement parmi les 52% qui ne gagnent pas d'impôt. Donc par définition, qui ne payent pas d'impôt, si vous ne payez pas d'impôt, vous n'avez pas bénéfice de niche fiscale. Sauf sur certaines qui ont été d'ailleurs, à mon avis, à juste titre, transférées en crédit d'impôt positif dans l'autre sens. Pendant très longtemps, on était dans une situation surréaliste où les riches pouvaient faire subventionner
le répétiteur qui venait donner des petits cours à la maison aux enfants, alors que les pauvres ne payant pas l'impôt sur le revenu payaient les petits cours plus chers. C'est quand même un peu le monde à l'envers. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites qui vont dans le bon sens. Mais à 99%, le crédit d'impôt impôt sur le revenu s'applique par définition aux gens qui payent l'impôt sur le revenu. Oui, mais donc quand vous diminuez les niches, par définition, ça bénéficie à ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Ouais. Et comme en fait, plus vous avez de revenus, plus vous payez d'impôts, plus vous avez de revenus par définition, puisque c'est non seulement proportionnel mais croissant, ceux qui bénéficient le plus des niches sont par définition ceux qui payent le plus d'impôts. C'est tautologique. Hein. C'est tautologique. Donc les gars qui disent, c'est quand même embêtant, parce que j'ai bien regardé, quand on fait un cadeau à ceux qui payent des impôts, c'est ceux qui payent des impôts qui ont le cadeau. Oui, je vois pas bien comment on pourrait faire autrement. Et Darmanin, il dit quoi? Il dit, mais quand on change une vitre chez soi, qu'on va passer une vitre qui isole mieux, le gouvernement préfère aider ceux qui ont moins de revenus que ceux qui ont plus de revenus, qui pourraient le payer sur leur propre denier sans avoir une réduction d'impôt. Moi, je pense qu'on devrait aider personne dans cette matière, parce que je vous le dis, le résultat, c'est que c'est complètement, ou presque complètement absorbé par les intermédiaires. C'est-à-dire que ça, c'est encore une fois, presque tout ce type d'aide. C'est assez bien documenté. Mais c'est bien documenté, mais y compris dans des choses qui paraissent très triviales. Par exemple, le coût de la rentrée scolaire est augmenté du fait qu'il y a la prime à la rentrée scolaire. Ce qui, au passage, est assez injuste, parce que vous avez des gens qui ne touchent pas à la prime à la rentrée scolaire, mais qui vont payer plus cher les trousses, les cartables et les crayons. Mais passons. Donc, il y a plein de choses. On fait le tri ou pas, Philippe? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Dans les niches en particulier, il faudrait en supprimer beaucoup. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on en supprime beaucoup. J'en garderai très peu. Moi, je garderai le don aux œuvres, qui me paraît franchement très utile. Je crois que, très sincèrement, il est très généreusement aidé. Ce don en France, c'est probablement le dispositif le plus généreux de l'Occident, enfin de l'OCDE, pour parler de manière plus moderne. Et donc, je pense que si au lieu de 66%, on avait un peu moins, 75% même pour ce qui reste du cœur, etc., franchement, on rentrerait dans une norme internationale, ça serait plus convenable. Je pense qu'aujourd'hui, ces dons aux œuvres sont excessivement aidés par rapport à la norme internationale. Ça devient un peu bizarre de ne payer que le quart ou le tiers de ce qu'on veut donner. Mais tant mieux pour les gens qui bénéficient des dons aux œuvres, évidemment. Simplement, il faut bien savoir que si on diminue le crédit d'impôt, il y aura probablement moins de dons. Ça, moi, je le garderai à coup sûr. Je garderai sans doute l'emploi à domicile pour la raison très simple que ça permet de blanchir un travail qui, sinon, sera très fortement fait au noir. Ça aussi, c'est bien documenté. Chaque fois qu'on a diminué le plafond, on a vu disparaître, s'évaporer miraculeusement entre le 31 décembre et le 1er janvier un certain nombre d'emplois à domicile. Certains ont dû disparaître parce qu'il y a des gens qui disent si on ne met plus, j'arrête, premier inconvénient. D'autres, en grand nombre, ont dû passer au noir. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, puisqu'il n'y a plus de crédit d'impôt, vous savez quoi, on va s'arranger entre nous. Donc il y a un bénéfice collectif à ces deux niches qui, à mon avis, est incontestable. La plupart des autres, je suis plutôt favorable à la suppression. Simplement, donc, attention, si on les supprime, ça serait quand même pas mal qu'on baisse l'impôt à due proportion, parce que sinon, encore une fois, c'est de la hausse d'impôt. Donc le bon deal, il consiste à identifier les quelques niches qu'on veut garder, à éliminer les autres en s'asseyant sur les chiens qui vont défendre évidemment chaque niche. Et il y en a quelques-unes. Il n'y aura pas de baisse d'impôt, c'est pour faire une économie, on a compris. Alors ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que je vous rappelle quand même, c'est quand même un sujet qui devrait préoccuper le politique quand il s'exprime sur ce type de sujet, que la France est le pays qui taxe le plus et le pays qui dépense le plus. Donc quand on dit, ayant bien réfléchi aux limites de nos modèles, on va changer, on va probablement taxer plus, alors qu'on est déjà ceux qui taxent le plus et qui dépensent le plus, ça ne va pas. Et encore une fois, quand donc c'est une connerie cette sortie de Darmanin sur les niches fiscales. C'est un contre-feu, c'est un leurre. On ne sait pas parce que ce débat est tellement bizarre. C'est-à-dire que c'est la foire aux idées, c'est le concours Lépine, comme ça a été beaucoup dit. Et donc moi, j'attends de voir ce qui va arriver. Je pense que quand on ouvre ce type de débat, on prend un risque sérieux. Parce que si vous dites que vous ouvrez ce débat, vous aurez du mal à le fermer sans faire une concession à ceux qui trouvent que les niches, c'est pas bien. Et si vous dites, OK, on supprime les niches, mais on baisse l'impôt sur les plus riches, parce que c'est ça qui serait logique, vous diminuez l'impôt, alors là, on va vous dire, comment ça, vous baissez l'impôt sur les plus riches? Donc, les niches ont cet avantage paradoxal, quoique je ne les aime pas, qu'il permet de ne pas faire payer trop d'impôts aux plus riches, sans avoir à faire le cadeau, entre guillemets, en quoi consisterait la diminution à due proportion, qui serait une sorte d'idéal évidemment économique et social, de l'impôt sur le revenu des intéressés. Un dernier point, c'est, on ne dit pas d'ISF, mais les niches. Franchement, c'est pas la même personne. Hein. Exactement. Il y a des gens qui ont des gros revenus et des gros patrimoines, mais vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas un gros patrimoine et des gros revenus, et beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et un gros patrimoine. Donc ça n'est pas du tout la même chose de travailler sur l'ISF et de travailler sur l'impôt sur le revenu. Et donc l'idée qu'on ne va pas rétablir l'ISF, mais qu'on va taper sur les revenus élevés, c'est même scandaleux socialement parce que, vous devinez quoi, quand on ne permet pas aux gens d'accumuler du revenu au point qu'ils deviennent eux-mêmes possédants,
eh bien vous gardez une classe de possédants qui est toujours la même. La seule manière de faire que les possédants ne soient pas les enfants de possédants, c'est de permettre aux gens qui travaillent d'accumuler du revenu. Mais si vous leur piquez leur revenu avant que ça devienne du patrimoine, alors vous avez une classe de détenteurs du patrimoine qui est absolument immuable et qui se reproduit de père en fils. Sorti de l'auberge, pas totalement on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, je crois qu'on peut le dire ensemble. Merci beaucoup. Philippe Agnard, donc, président du cabinet Footprint Consultant. Merci beaucoup. Merci.